Nous nous racontons des histoires et c'est notre marque de fabrique depuis toujours, enfin plus précisément depuis que Homo est devenu sapiens. Et on connaît cette histoire en particulier depuis le fameux livre de Harari qui nous a montré comment Sapiens, en racontant des histoires qui a mené une communauté à se sentir unie dans un même objectif, a réussi à conquérir sur Néandertal. On est dans ce moment où on voit bien comment l'imagination, la mise en récit sont clés. L'imagination, la mise en récit, ce ne sont pas seulement des capacités de notre cerveau, ça n'est pas seulement une capacité de l'intelligence humaine, c'est la structure même de notre pensée. C'est très important d'avoir en tête que c'est une structure de pensée. La structure du récit habite notre cerveau et ce cerveau est façonné par le narratif. C'est très important d'avoir en tête cette idée parce que ça montre comment le récit fait écho et finalement nous amène à penser et à vivre comme on vit. Donc la fiction constitue réellement la présence même au monde de l'humain. Pour quelles raisons? Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a ce besoin de mettre ensemble des morceaux de réalité éparpillés. Le récit permet de donner de la cohérence à une réalité qui n'en a pas. Le récit permet de donner du sens à une réalité qui n'en a pas. Et donc c'est très important d'avoir en tête que cette réalité, finalement, on la compose avec ce qu'on est. On est soi-même la réalité dans laquelle on vit, parce qu'on fait cette réalité comme on doit la faire étant donné ce qu'on est. Donc, avoir en tête que finalement la réalité, on la compose, c'est aussi prendre conscience qu'on peut la changer par l'histoire qu'on raconte. Donc, c'est à la fois une grande force parce que ça nous amène à avoir un pouvoir sur la réalité par la manière dont on la récite. C'est aussi une faiblesse parce qu'on est parfois dépendant de la manière dont notre cerveau recompose la réalité. Et c'est un peu tout ce qu'on met autour de cette notion de biais cognitif. Dans le monde dans lequel on vit, où on est effrayé par ce qui se passe, où on a besoin de prendre des décisions rapides et qu'on ne se pose pas pour penser ce qui arrive, notre cerveau pense pour nous, reproduit une réalité qui est trompeuse, qui n'est pas nécessairement comme on voudrait qu'elle soit. On est mu par notre cerveau plus qu'on le dirige et on se trouve prisonnier d'imaginaires qui ne nous amènent pas dans la bonne voie, dans la bonne direction. D'où l'intérêt de prendre conscience de ce phénomène d'imaginaire, de récit, parce que c'est un levier extrêmement puissant pour aller dans une direction plus souhaitable. C'est un peu l'objectif de ce programme d'Académie des talents méditerranéens dont nous allons parler. Une académie qui vise, à partir de cette réalité un peu compliquée, déstructurée aujourd'hui de l'espace méditerranéen, en se disant, mais cette jeunesse qui est autour, dans ce pourtour méditerranéen, comment peut-elle créer un récit collectif qui va lui donner envie d'aller dans une direction plus souhaitable. Et cette Académie des talents méditerranéens, après avoir réalisé un premier voyage expérimental, et nous avons 2 jeunes talents qui ont voyagé avec nous dans ce contexte, est aujourd'hui sur le point de faire embarquer une nouvelle cohorte de 50 jeunes qui, demain, vont prendre le bateau pour aller vers cette réinvention d'un récit qui va les amener dans une direction plus souhaitable. Donc aujourd'hui, on est là pour essayer de questionner ce pouvoir du récit. On a la chance d'avoir avec nous 2 talents, Myriam Awadi, qui est aujourd'hui une
activiste créative. Tu pourras nous expliquer un peu plus ce que tu fais, comment tu te définis. Et nous avons Karim Brouhri, qui se définit comme serial entrepreneur et qui aussi reviendra sur son parcours. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous Emmanuel Perraudin, qui se définit comme cuisinier et plein de choses. Poète, comédien, historien, enfin beaucoup de choses. Il nous expliquera tout ça. Donc on va commencer cet entretien avec quelques questions pour Myriam et Karim autour de ce qu'ils ont retenu de ce voyage dans lequel ils sont partis ensemble. Et première question, qu'est-ce qui, peut-être, qui veut commencer, Karim? Peut-être dans ce contexte méditerranéen actuel, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à chercher une autre voie et à chercher à reconstruire un sens à cet espace, à donner un sens nouveau à cet espace méditerranéen? Merci. Bon, déjà un plaisir d'être avec vous, d'avoir l'occasion de partager le voyage qu'on a entamé il y a maintenant un bon moment, hein, il y a quelques, c'est pas, voilà, 2 ans presque, et qui continue au final puisqu'on est là avec vous. Et je corrigerai, c'est pas un entrepreneur en série, mais c'est un not serial, mais céréal. Un entrepreneur, c'est des céréales. Je vous laisserai chercher dans le monde des startups ce que ça veut dire, et ça a un sens. Hein, voilà. C'est en fait, c'est voilà. Parce que sinon, vas-y, explique-nous. On veut savoir là. Ah oui, sinon, non. parce que entrepreneur en série, ça fait pompeux. Non, alors cette expression d'entrepreneur des céréales ou céréal entrepreneur, ça vient des boîtes de cornflakes, des céréales qu'on mange le matin, et c'était les fondateurs d'une start-up que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est Airbnb, et qui n'arrivait pas à faire démarrer, à lever de fonds tout simplement. Et le dernier potentiel financier qui allait financer au business angel, qui allait mettre de l'argent dans leur projet, leur pose toujours les mêmes questions et remettait au début de Airbnb, c'est je laisse les clés de ma maison pour quelqu'un qui va dormir dans mon lit. Vous voyez ce que ça veut dire. Et le gars, il les écoute et ils disent toujours le même pitch. Et à la fin, ils disent vous êtes mignon, mais ça ne fonctionnera jamais. Mais par contre, je suis très curieux de savoir comment vous faites pour continuer à travailler sur votre projet, puisque ça ne veut pas fonctionner, mais vous continuez à y travailler, à le pousser. Et ils disent, écoutez, on essaie de faire des business à droite, à gauche. Et actuellement, on a fait un business sur des boîtes de céréales. C'était pendant la première campagne d'Obama. Et il y avait 2 boîtes de céréales pour les démocrates et les républicains. Et ils avaient fait des grandes boîtes de cornflakes qu'on vendait dans les supermarchés. Et les gens les achetaient non pas pour consommer, mais pour afficher leur choix politique. Et sauf que la boîte de céréales qui devait revenir à peu près, je donne des chiffres comme ça, mais juste pour imaginer, $3, ils la vendaient à peu près $30. Et donc, ils ont fait une marge extraordinaire sur quelque chose qui, normalement, ne devrait pas fonctionner comme ça. Et le gars, le financier, il dit, je ne sais pas si votre projet va fonctionner, mais s'il est sûr que vous avez un skills business très accru. Et ça, je crois en vous, je crois en votre capacité. Donc, je vous file de l'argent et prouvez-moi que j'ai raison. Et ils se sont définis comme ces entrepreneurs qui construisent en fait ces premiers ruisseaux avec des business qui sont à côté, mais qui en fait vont permettre de construire cette grande rivière. Voilà, c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Merci, bravo. Voilà. Et pour revenir au sujet, alors avant tout, comme je suis un entrepreneur depuis quelques années, l'académie était, je commence comme ça mon récit, en disant en fait l'académie pour moi c'était une plateforme où c'était un miroir réel.
dans le sens où dans l'entrepreneuriat, généralement, on tombe très rapidement. Alors, on le dit très souvent, il ne faut pas tomber amoureux de ses idées, mais on tombe amoureux de nos idées, c'est faux. Et on se voit généralement dans un miroir et il y a un dialogue avec nous-mêmes et ce miroir. Et on a besoin de se confronter à la réalité. Donc l'Académie des talents était pour moi avant tout cet espace qui allait me permettre, moi qui suis très connu dans mon écosystème, de trouver un espace où je ne suis pas connu et de me tester et d'avoir le feedback de mes pairs et voir est-ce que je suis fou ou pas fou de vouloir faire du corail dans le désert. Et ça a commencé comme ça, par cette curiosité et ce besoin de me challenger. Et bien évidemment, le tout était porté par la Méditerranée. J'en parlais ce matin en disant, je ne me rendais pas compte que j'étais aussi dépendant de cet espace qui est la Méditerranée. Au début, par mon attachement à la mer, mais grâce à l'Académie, par mon attachement culturel, historique à cet espace. Et du coup, l'Académie a été cet endroit en fait pour me permettre de comprendre et de me reconnecter à mon passé historique. Quand je dis mon, c'est-à-dire moi, mes aïeux, mes ancêtres en final, et de reprendre conscience tout simplement que j'étais un Méditerranéen et que même dans ma société, on avait plusieurs sous-cultures dans la sous-culture méditerranéenne. Donc vraiment, ça m'a permis de comprendre ça et de me challenger tout simplement. Voilà. D'inscrire ta vie dans ce récit méditerranéen d'une certaine manière. Totalement, et même comprendre le mot récit. Parce que je pense qu'au début, je m'arrêterai là pour passer le flambeau, mais au début, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on voulait dire par un récit. Ok, voilà, je parle français, mais dans le contexte que nous sommes en train de construire maintenant et de ce dialogue, le mot récit a un total autre sens et c'est ça qu'on a en fait appris à comprendre et à construire tous ensemble. Et Myriam, les deux questions en une, qu'est-ce que tu es venue chercher et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je vais essayer de répondre rapidement. Tout d'abord, je pense, bonjour à tous et à toutes, me chercher et me retrouver, me positionner dans ce monde qui est très contrasté. Pour rebondir sur ce que Kélim vient de dire, en fait, au début de mon parcours, j'étais, à titre personnel, j'étais en pleine crise identitaire et j'étais perdue. Je portais plusieurs casquettes professionnelles et j'étais très focus sur mon travail, mais à aucun moment je me suis posé la question, à aucun moment j'ai fait une remise en question sur qui je suis, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma raison d'être. Et moi aussi j'entendais parler du récit et pour moi un récit c'était tout le speech classique qu'on peut porter, mais quand j'ai rejoint l'Académie des talents, j'ai compris, en fait, c'était vraiment une prise de conscience. Déjà, avec les exercices, les ateliers sur la raison d'être, j'ai compris que même si on vit dans une Méditerranée qui est très fragmentée, il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, il y a des crises identitaires, mais il y a aussi un espoir. Et je me suis retrouvée dans une Méditerranée à plusieurs facettes. Et l'objectif, c'est comment trouver un sens à la vie entre ces deux facettes. Et c'est pour cette raison que je pense que l'idée de trouver ou de penser à ouvrir une nouvelle voie, à construire un nouveau récit, ça m'a permis, en tout cas à titre personnel, de retrouver un sens de ma vie. Et en connaissant les autres membres de l'Académie, en fait, j'ai compris aussi qu'on ne peut pas exister en tant qu'individu. On peut avoir un récit individuel, mais pour concrétiser tout ce qu'on veut faire, c'est plus intéressant de porter un récit collectif. Et en fait, en travaillant avec tous les membres de l'Académie, c'était pas évident. Au départ, on pensait qu'on avait des visions communes, mais on avait beaucoup de points. On était très différents, mais avec les 3 retraites, on a trouvé un compromis et on a réalisé que on a beaucoup de défis à relever et c'était très intéressant d'apporter nos différents regards. Et on a capitalisé sur nos vécus, sur nos expériences personnelles et pour moi, c'était très naturel de construire un nouveau récit. On peut pas
on ne pouvait pas terminer notre parcours à l'académie avec la même vision de départ. Et du coup, qui dit nouvelle vision, dit nouveau récit. Et l'idée d'avoir une vision, de porter une vision d'une Méditerranée plus positive, ça a un sens parce qu'on n'est pas là pour dire que oui, il faut tout changer, on va tout faire, mais le fait de dire plus positif, c'est que ça veut dire qu'on est conscient de notre réalité, mais on va essayer de faire de notre mieux à titre collectif, d'essayer de faire bouger les choses, mais ensemble. Donc, et vous avez défini une raison d'être ouais. de votre communauté. Oui, c'était... Qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette raison d'être déjà, en me rappelant de la raison d'être, ça me rappelle des moments très, très forts. C'était un moment émotionnel. En fait, c'était pas évident de retrouver cette raison d'être. Il y avait un vrai travail en profondeur. Et non seulement on avait besoin de travailler sur notre raison d'être individuelle, mais aussi comment, avec tout ce qu'on a vécu, comment on peut construire une raison d'être collective. Et là, j'ai pas les mots, mais je pense que l'idée d'arriver à construire une raison d'être collective, ça me permet tous les jours d'avoir cette motivation et de me dire que j'ai une raison pour laquelle je peux mener mes actions, et même avec tout ce qui se passe, avec la réalité qui est parfois triste, quand je me rappelle de notre raison d'être, ça me permet d'avancer. Je sais que ça peut être un discours, ça paraît, je parais être très optimiste, mais au contraire, certes, j'ai mon vécu personnel et professionnel, mais cette raison d'être, pour moi, reflète beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, et ça me permet de garder cet espoir, voilà. Il y a une notion de solidarité qui est ressortie très forte. Tout à fait. En fait, on était plus de 10 personnes avec 10 visions différentes. Et là, par exemple, je me suis faite même des amis avec l'académie. En fait, et avec des amis, en fait, on porte la même vision et on est très différentes, mais je ne sais pas, il y a un lien fort qui s'est créé. Et là, on est en train de réfléchir à comment on va essayer de concrétiser cette raison d'être en des actions concrètes. Voilà. Et Karim, toi, tu parles beaucoup de construction d'un commun. Peut-être que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté. Oui, totalement. Alors, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure en off, on en parlait ce matin encore, l'action de créer une sorte de pensée positive autour de la Méditerranée, donc d'une Méditerranée commune. Alors, ce qui est bizarre, dans l'histoire, il n'y a que les Romains qui ont réussi à un moment donné à créer cette notion où on était tous propriétaires quelque part de cette mer dans une seule et un grand empire. Après, bon, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, on cherche à refaire ça d'une façon... dans un contexte où on a des États-nations, des différences, comme disait Myriam, etc. L'exercice que décrit Myriam nous a confrontés et nous a mis devant la réalité de dire, OK, maintenant, si on devait le faire tous ensemble, nous ne sommes qu'une dizaine, une douzaine de différents pays, et ça a nécessité d'accepter, de céder sur des parties de nos récits personnels. Alors, ce que tu disais, c'était très intéressant et, allez, je vais dire beau, comme entre poètes. C'est-à-dire, en fait, un récit, c'est une abstraction. C'est une fausse réalité, mais qu'on décide de construire tous ensemble. Et moi, je dis très souvent, la vie est quelque chose de très complexe. Mais le récit est là pour nous guider dans la complexité parce qu'on a du mal, nos cerveaux ont du mal avec le complexe et on veut faire des choses simples. Et donc aujourd'hui, construire un récit méditerranéen commun permettrait d'avoir un début de semblant de Méditerranée unie, commune, enfin voilà, portée par les jeunes. On est obligé de s'adosser sur les jeunes parce que c'est ces nouvelles générations qui feront face aux défis que nous sommes en train de créer ou causer, et aussi qui peut-être pourrait être
incentivé par ce sens positif auquel nous croyons. Et donc, du coup, quand on a fait ça, on arrivait chacun de son pays avec son récit personnel et on devait créer un récit tous ensemble. Et comme je te disais tout à l'heure, et ça t'avait plu, au final, oui, voilà, j'essaie d'être fidèle. Au final, il fallait renoncer à une partie de soi pour construire un tout commun. Et du coup, comme tu le disais si bellement, c'est accepter de devenir plus grand, plus riche en soi, mais en perdant un morceau de soi-même au début du voyage. Donc, et ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et je pense qu'on aura beaucoup de travail parce que demander à la jeune génération, quand on est jeune, rappelez-vous quand nous avions 18 ans, je pense que c'est dur d'accepter de renoncer à une partie de soi. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de maturité. Et ce que nous demandons, c'est cette maturité aux nouvelles générations pour pouvoir construire ce commun entre nous tous. Et c'est aussi la puissance du collectif, parce que en étant plusieurs autour d'un récit, on finit par y croire, parce qu'on pense que on est plusieurs, puis on va devenir de plus en plus nombreux, et puis le récit va prendre forme. Et donc c'est un peu ça, la puissance aussi du collectif. Est-ce qu'on peut dire que ce voyage a vraiment changé votre manière de faire vos métiers respectifs? Voilà. Oui, en fait, avant de répondre à la question, je suis tout à fait alignée avec le travail de déconstruction et de reconstruction qu'on a réalisé ensemble. En fait, là, on se sent fiers parce qu'on a tissé un récit ensemble, et ce n'est pas juste un récit, un discours, mais c'est un plan d'action. Et c'est un récit qui, en tout cas à titre personnel, ça m'a affectée sur le plan perso et professionnel. Et avec tous mes projets, en fait, j'étais en pleine crise existentielle après l'académie. Je me suis dit, là, avec ma raison d'être, le récit que je porte, parce que nous, on se considère comme des ambassadeurs de la nouvelle Méditerranée, qui est une Méditerranée réaliste, mais plus positive. Et comment on va inscrire tous nos projets actuels dans ce récit, parce qu'il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on fait. Et pour moi, je travaille, un de mes projets, je travaille sur la promotion des identités tunisiennes avec un focus sur la mode. Et avec ce récit, en fait, j'ai essayé d'intégrer, de positionner mon projet avec une vision focus Méditerranée sur l'Afrique du Nord et comment je vais promouvoir ces identités plus sur le marché européen. Donc, c'était comment inscrire ce récit, parce que je ne pouvais pas ne pas être alignée. J'étais comme si je portais... il y avait une nouvelle version de moi qui est née, et il faut que toutes mes actions soient ancrées dans ce récit. Et moi, j'adhère à l'authenticité et à la transparence, et je veux toujours avoir cette sincérité et cet alignement. Sinon, je peux pas faire autrement, franchement. Pour moi, c'était très naturel, et même au sein de toutes mes activités autres que cette start-up, là, je porte un discours et j'assume cette casquette d'ambassadrice de l'ATM qui a une vision réaliste avec un plan d'action, et je ne vais jamais renoncer à cette vision de cette Méditerranée. Voilà. Si tu permets, Sarah, ça me fait penser et je profite qu'on ait un chef avec nous, de l'image qu'on avait à un moment donné dans l'académie, c'est quand on était arrivé au début, on disait tous oui, mais mon huile d'olive est meilleure que la tienne. Et à un moment donné, je disais oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on consomme tous de l'huile d'olive. On sait bien que la tienne soit la meilleure, mais c'est ça le plus important. Et du coup, ça lissait les choses, et ça nous permettait de repartir sur des bases plus sereines. Deuxième chose, c'est de constater comment ça change aussi notre vision des choses, de nos projets, c'est qu'on fait face aux mêmes réalités, aux mêmes problématiques. C'est exactement les mêmes rêves que tout le monde a. Tout le monde observe les mêmes réalités mondialement. Et donc, du coup, on est plongé dans ce tout commun, je vais l'appeler comme ça. Et donc, forcément, ça nous permet de considérer... Alors, je ne vais pas être anarchiste, mais au final, c'est comme si les États-nations n'avaient plus de sens. Cette logique de frontières n'a plus de sens. Et au final, ton projet, ton business, ton idée,
elle peut être diffusée dans n'importe quel endroit sur cette région. Bien évidemment, dans la réalité, comme dont parlait Myriam. Aujourd'hui, voilà, nous, on est à T0, donc je ne peux pas, moi, aujourd'hui, faire ce que je veux où je veux. Mais pourquoi pas je vais être très réaliste et que je me dis, c'est les crises qui vont faire qu'on nous serons obligés d'accepter des choses que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui. Et comme nous l'avons vu pendant le Covid, qui était un très bon exemple, et donc du coup, ces crises vont nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Maintenant, à nous de décider et à nous de nous préparer quel sera ce lendemain selon ce que nous ferons aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, nous, à nos échelles, on essaie d'utiliser nos projets comme des fers de lance pour essayer de casser, de brécher la machine, le système, pour créer un nouveau système tous ensemble. Oui. Merci Karim, c'est très très intéressant cet exemple de l'huile d'olive et cet intérêt qu'on a tous à chercher du commun au lieu de mettre l'accent sur les différences. Et ça rejoint beaucoup la philosophie de Senghor, de Glissant, autour de... On est beaucoup plus des êtres qui devons chercher la relation plutôt que l'identité qui nous différencie, parce que c'est comme ça qu'on va avancer dans quelque chose de beaucoup plus souhaitable et constructif. Et cet exemple est vraiment, je te remercie, est très, très, très fort. Et je promets, c'est pas une secte. En parlant Parce que là, ça y ressemble. En parlant d'huile d'olive, on va passer à la cuisine et on va se tourner vers Emmanuel en te demandant peut-être de nous parler un petit peu de ton parcours assez extraordinaire et de la manière dont ta cuisine incarne cette idée de nouveaux récits, de récits méditerranéens. Est-ce que tu peux revenir sur comment tu en es arrivé là et ce que tu veux porter? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis tellement heureux déjà de vous avoir entendu tous les deux. C'est vraiment épatant, mon Dieu. Moi, je suis historien de formation. J'ai eu une vie bien remplie avant de faire de la cuisine. Et puis j'ai découvert que je ne voulais pas faire de l'histoire ma vie professionnelle. Et j'ai basculé dans le monde des startups à la fin des années 90. Et puis j'ai malheureusement terminé dans... Alors malheureusement non, c'était une belle entreprise, mais chez Andersen Consulting, à la cellule de veille, à un moment donné, où Andersen Consulting avait validé les comptes d'Enron, et donc s'est effondré à la même occasion, et par la même occasion. Du coup, je me suis retrouvé à un moment donné en interrogation personnelle. Avec mon épouse, on voulait quitter la ville de Paris, dans laquelle nous vivions. J'aurais voulu aller à Bruxelles, parce que j'aimais son cosmopolitisme bienveillant. Et finalement, c'est le soleil et l'héliotropisme qui l'ont emporté, et Marseille. J'ai évidemment pas trouvé dans mon secteur d'activité tout de suite. Évidemment que le secteur de la veille, c'était pas celui de... Enfin, Marseille n'avait pas la hype qu'elle peut avoir aujourd'hui. Mais bon, pour être sûr que mon épouse puisse me suivre et devenir professeur des écoles, ce qu'elle voulait devenir, il fallait impérativement que je trouve un travail. J'avais financé une partie de mes études en faisant de la cuisine. Du coup, j'ai fait le tour des restaurants du Vieux-Port. Personne ne m'a pris. Et puis, je suis allé au restaurant Perron, qui est un des beaux restaurants de la ville de Marseille. Et le chef, là, m'a fait confiance, alors que j'avais un CV qui, pour lui, ne voulait rien dire. Avoir plusieurs bacs plus 5, ça n'avait aucun intérêt pour lui, évidemment. Mais j'avais envie, et il m'a pris. Il m'a dit, viens. Et ça m'a toujours... Ça, c'était un premier geste qui m'a... Ce geste d'ouverture-là est un geste qui m'habite depuis 2003. J'ai commencé à ses côtés le 27 mai 2003 au restaurant Perron. J'ai gravi toutes les marches de ce restaurant. Je suis tombé amoureux et de la ville, et de la Provence, et de la Méditerranée par le même instant, puisqu'il s'avère que les cuisines du restaurant Perron sont probablement parmi les plus belles que je connaisse. Elles ont la même vue que celle qu'elle offre à ses clients, c'est-à-dire une vue incroyable sur l'entrée de Marseille et sur le château d'If. Et c'est absolument unique, c'est absolument sublime. Et j'ai compris tout de suite que la cuisine
était un langage. C'est assez surprenant, en fait. Les 2-3 premiers mois ont été extrêmement durs, parce qu'il fallait comprendre, en fait, ce nouveau langage-là. Il fallait comprendre déjà le langage de cuisine, le langage propre à la cuisine. Il fallait en plus comprendre le parler marseillais. Dieu sait que ce fut pour moi double aventure. Mais une fois que ça s'est passé, il y avait quelque chose qui relevait un peu de la vibration. C'était un samedi soir, juste avant un service où on savait que le service allait être rude et intense. Et il y avait une forme de plénitude là, qui m'a fait me sentir chez moi, derrière ces fourneaux-là, et qui m'a fait me sentir en dialogue avec aussi bien l'équipe avec laquelle j'étais qu'avec les produits qui étaient avec moi. Je viens du monde du beurre et je suis tombé amoureux de l'huile d'olive que je ne pouvais pas supporter avant. J'avais aussi un problème avec l'ail, évidemment, qui n'existe plus aujourd'hui, au contraire. Et donc, du coup, il y a de cela, en fait, déjà, d'être tombé comme ça, tombé en amour, en fait, finalement, de la cuisine, qui n'était pas une évidence du tout à l'origine. Et j'ai fait ce métier-là jusqu'en 2015, et en 2015, je me suis dit que je voulais faire vivre mes passions communes, c'est-à-dire l'histoire de l'art, la cuisine, et de voir comment, pendant un temps, on pouvait éclater les murs et aller chercher, avec la cuisine, comment parler d'une œuvre d'art, par exemple, ou comment faire récit autrement, justement, par le biais de la cuisine. Parce que pour moi, c'était un langage, parce que c'était peut-être un des langages premiers. Alors, je force le trait, évidemment, mais c'est pas la cuisine qui a fait de nos ancêtres les femmes et les hommes que nous sommes, mais c'est bien le feu, qui est un facteur de minimisation. Et je ne vais pas réduire la cuisine à cela, mais au simple fait de cuire et de passer au feu. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'important de ce rassemblement autour du feu, de ce feu libérateur qui va nous libérer le temps de mastication, le temps que l'on passe justement lors d'un repas que j'avais imaginé avec les préhistoriens du musée de l'Homme autour de la préhistoire. J'ai pu les refaire à Cosquer aussi. Hein. On commençait par, alors pas à Cosquer mais à Paris, par du carex. Le carex, c'est une sorte de gros papyrus. Je voulais que le public comprenne en fait ce que c'était que de manger avant. C'est-à-dire que le carex, a priori, c'est tout à fait mangeable, mais il faut mastiquer pendant 2 heures peut-être pour déchirer suffisamment les fibres pour pouvoir les mastiquer. Du coup, le feu joue un rôle essentiel. Va se nouer autour de ce feu symbolique ensuite toute une série de... Voilà, c'est ce mythe prométhéen, mais aussi c'est ce feu bienveillant, ce feu qui nourrit la ville qui fut à la naissance de la ville de Rome, évidemment, mais aussi ce lieu d'histoire, finalement. Ce qui aussi m'a fait aimer cette ville, la ville de Marseille, c'est qu'elle a justement en elle porte sa naissance autour d'un feu symbolique premier, autour d'un repas symbolique premier qui n'a jamais existé, hein, évidemment, celui de Gyptis et Protis, mais qui fait se marier, et c'est ça qui fait la singularité de ce territoire quand même, mais aussi de la Méditerranée. On va en reparler, je pense, mais Gyptis et Protis. Gyptis, c'était une ségobrige, c'est-à-dire une celto-ligure, qui habitait à l'époque probablement sur l'oppidum aujourd'hui qu'on dit de Saint-Blaise, à côté de Saint-Mitre, et qui tombe amoureuse de Protis, qui est donc un grec de Phocée qui arrive, et donc qui, lors d'un grand banquet, qui n'a pas eu lieu à Marseille, parce que Marseille n'est pas Marseille, mais est à Saint-Mitre-les-Remparts, à l'oppidum de Saint-Blaise, aurait donc célébré cet hymen civilisateur, et donc aurait donné naissance à la ville. La rencontre entre l'ici et l'ailleurs. C'est pas rien, en fait, que cette ville-là se porte et se pense autour de ce récit-là, autour de ce repas-là. C'est d'autant plus important que dans l'histoire même, puisque l'histoire a quand même toujours été le moteur aussi de mon travail et même de ma pratique artisanale. Ce qui était vraiment extrêmement aussi important, c'était de voir pour moi l'importance de Marseille, l'importance que Marseille pouvait avoir à la fois pour la Méditerranée, mais aussi pour la France. Parce que c'est un entonnoir, c'est une porte ouverte vers l'ailleurs, mais c'est aussi la grande porte ouverte de l'intérieur. Et la quasi-totalité des produits qui vont faire ce qu'est la France aujourd'hui sont passés, à l'exception notable du chocolat, sont passés par Marseille, avant de devenir en fait typiquement français comme la tomate ou la courgette. Voilà, à gros traits. Est-ce qu'on peut dire, alors je simplifie peut-être, mais que finalement, un plat, c'est un livre d'histoire. Et donc, c'est un peu ce qui donne, pour toi, ce sens,
cette expérience de création de sens quand on déguste, parce que finalement, on plonge dans un livre d'histoire et de géographie d'une certaine manière aussi, Oui. puisqu'on fait des liens entre territoires. Alors, la chose aussi, moi, qui m'a plu tout de suite avec cette histoire avec la cuisine, c'est que non seulement, c'est ce grand écart, c'est-à-dire que c'est une pratique de quotidien et qui doit rester magnifiquement quotidienne et qu'on doit pratiquer avec le plus de légèreté possible et sans y mettre forcément trop d'intellectualisme derrière. Et en même temps, c'est porteur d'une richesse folle. Et en même temps, quand moi je suis arrivé à Marseille, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent la ville, un des cœurs de la ville, c'est Noailles. Et quand je suis arrivé à Marseille, je me suis perdu à Noailles évidemment. Et on découvre là rapidement, finalement, que moi, ça faisait écho à mon histoire personnelle, puisque mes grands-parents ont connu la déportation et sont passés de l'Europe de l'Est jusqu'à la France. Et ils ont amené avec eux, leur pratique culinaire. On cuisinait toujours quasiment religieusement, aussi bien les pieroski que les cornichons à l'aigre-doux, ou les platki, ou d'autres spécialités russes et polonaises. Il y a la même chose à Noailles, en fait. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un pays et qu'on n'est pas de ce pays-là, c'est d'essayer de trouver une façon de se réconforter ou de retrouver les goûts qui furent les siens ou ceux que l'on aimerait transmettre. Et il y a de cela, évidemment, derrière la cuisine. Il y a comment aussi se construit, finalement... On parlait tout à l'heure cette histoire de l'escargot. Une histoire que j'aime bien raconter. Quand on veut définir un espace, évidemment, ou définir que ce soit géographiquement ou historiquement, évidemment, et en le regardant, évidemment, on peut regarder les traces monumentales. Et un arc de triomphe fait merveille pour dire que on a été probablement à l'époque romaine à un moment donné, ou un aqueduc, mais les recettes liées à l'escargot peuvent en dire autant. C'est-à-dire que quand vous regardez, si vous êtes un peu habitué aux livres de cuisine, et vous apercevez qu'au-delà du limes romain, c'est-à-dire des frontières de la Rome antique, il n'y a pas de recettes notables liées à l'escargot, alors qu'en deçà, oui. Parce que les légionnaires, parce que les ouvriers romains, parce que voilà, la présence de l'ail et de l'escargot, toujours présent, notamment en Tunisie, quand on voit tous ces vendeurs au bord de la route qui sont toujours présents, ou dans les marchés. C'est encore c'est ça qui est très très beau dans cette histoire-là, de voir que l'on peut déterminer aussi le parcours en fait et la trace d'une époque ancienne grâce aux recettes qui sont toujours là, parce qu'elles ont cette capacité justement à sédimenter. Elles ne fossilisent pas, c'est-à-dire qu'elles sédimentent, elles dialoguent, elles se repensent, elles se reconstruisent au fur et à mesure des époques. Effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a ce creuset romain qui est tellement important dans la définition même de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus, moi, je trouve très très beau de voir en fait dans l'histoire méditerranéenne, c'est de voir aussi comment finalement chacune des expériences nationales a pu être une forme de variation ou d'improvisation autour de ce souvenir romain. Je trouve ça moi d'une grande beauté. Dans ce moment où on cloisonne, où on ferme, la cuisine est un message, un récit politique en fait. C'est un récit d'hybridation, de bonheur à construire ensemble du goût, de la saveur. C'est un récit éminemment politique, d'autant plus que par exemple il y a quelques années de cela, j'avais écrit un petit papier sur les 13 desserts, qui est un des gros moments des fêtes de fin d'année en Provence. Et j'avais montré qu'une grande partie de ces 13 desserts, en tout cas pour la partie qui était cuisinée, était profondément inspirée, et ça, mon Dieu, que les régionalistes se bouchent les oreilles, mais était profondément inspirée des desserts arabo-andalous. Cette civilisation-là a marqué aussi profondément le sud de la France. Et toute notre pratique des douceurs n'est pas héritière du tout de la pratique italienne. Elle est vraiment, quand on prend en fait le sommaire du Kitab al-Tabik, je le prononce forcément un peu mal, mais je suis désolé, mais ce livre des merveilles, eh bien, la partie sucrée, on voit qu'elle correspond exactement en fait à la multiplicité, aux différents choix de ce que peuvent être les 13 desserts ici. Ça, c'est politique, par exemple. Ça, c'est très politique, c'est éminemment politique. Il y a ce qui est déterminant aussi dans le bassin méditerranéen, c'est les différentes
C'est évidemment un espace, mais c'est un espace de flux, un espace de chemins qui se croisent et qui s'entrecroisent. Il y a les chemins qui sont effectivement, peuvent créer des achoppements, mais de façon bienveillante, comme celui de l'huile d'olive. On a avec des goûts bien singuliers et bien particuliers, mais il y a des choses qui peuvent être un peu plus achopper, comme celui du cochon ou celui de la brebis et de la chèvre, qui sont des chemins qui sont extrêmement importants parce qu'elles parlent à la fois de la condition sédentaire et de la condition nomade. Et ça fait partie des choses qui sont... Voilà, ces chemins. Ce sont des livres inépuisables de signification. Et puis, il y a une dernière dimension qui est la dimension esthétique, artistique. Un plat d'un grand chef, c'est une œuvre d'art. Et ça nous amène, par le biais de cette connexion avec plus grand que nous, dans un récit qui nous sort de ce qu'on est et de notre quotidien. Donc, il y a cette dimension aussi qui est très forte. Je ne sais pas si c'est une œuvre d'art. Je pense que non, mais c'est un vrai sujet. Parce que je pense que la beauté de notre métier, c'est justement d'être un artisanat. Un artisanat d'art, c'est vrai, mais aussi un artisanat. Oui, mais un artisanat d'art. Oui, un artisanat d'art, c'est vrai. Au sens où c'est pas un des beaux-arts. D'accord. Dans ce sens-là, oui. Et c'est effectivement ce facteur de connexion. Moi, j'ai essayé de mettre ça en récit aussi à travers quelques grandes tablées. Je n'ai pas du tout été avec aussi bien les différentes structures avec lesquelles j'ai pu m'associer, notamment les grandes tables ici et Provence Tourisme, mais ou d'autres avec le comté. On n'a pas du tout inventé le principe de grande tablée. En revanche, ce qu'on a mis en évidence, c'est de montrer comment la table peut faire récit. Comment, en appliquant les principes en fait du spectacle vivant ou des principes artistiques en fait à la table même. Et à la façon d'amener les plats, à la façon de structurer, on peut faire en fait que cette table-là ou cette succession de tables soit les différents chapitres d'un même récit. Et notamment sur le territoire, avec Provence Tourisme et les grandes tables, je pense qu'on a participé à aussi structurer, aussi accompagner ce qu'est le récit culinaire provençal, méditerranéen, contemporain. C'est effectivement une invitation à participer au prochain dîner d'Emmanuel pour essayer de vivre ce récit. On est obligé de mettre un terme à cette émission, mais je vais quand même vous demander un dernier mot à chacun autour de la puissance du récit. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase ? Moi déjà je suis absolument alors juste une chose, je suis absolument tellement emballé par les deux premiers récits. Voilà, ça c'est justement le fait d'entendre que c'est pas une porte ouverte en fait de dire que nos vies ne se construisent que parce qu'elles sont vécues collectivement en fait, et c'est très très beau, et c'est là que réside justement ce récit-là. L'importance et sa puissance pour moi de faire ce récit commun. Ouais. Je dirais qu'avoir un récit, c'est très important, c'est un cadre avant tout. Et pour développer un récit, il faut aussi avoir des valeurs, avoir une vision et oser aussi avoir un regard. Voilà. Génial la phrase, j'avais jamais vu le feu comme ça. Libérer du temps de mastication, c'est top, c'est génial, bravo. Et je pense que ce qu'il faudrait garder en tête, c'est qu'on vous a ouvert les yeux sur le fait que le mot récit contient tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. Et ça, c'est le début de la création d'un récit. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup à vous. Je voudrais remercier Caroline, Kristalna, Charline qui ont beaucoup travaillé et aidé à la construction de ces séquences. Et vous remercier à tous de ce moment. Merci. Merci.